Bonjour et bienvenue à Mediapart pour un débat, et plus spécifiquement un débat sur les États-Unis, et encore plus spécifiquement un débat sur l'Amérique qui vient, qui est le titre d'un ouvrage paru début septembre aux éditions de l'Atelier. Cette Amérique qui vient, c'est une Amérique dans laquelle les inégalités de richesse s'accroissent, dans laquelle l'ascenseur social est bloqué, mais c'est aussi une Amérique de plus en plus métissée, de plus en plus multiculturelle, de plus en plus urbaine, et paradoxalement de moins en moins conservatrice. Alors pourquoi paradoxalement? Parce que comme souvent aux États-Unis, il y a des arbres qui masquent la forêt. Et en cette période présidentielle de campagne pour la Maison-Blanche de 2016, il y a un séquoia géant qui en quelque sorte masque la forêt, qui est Donald Trump. Et pourtant, la question que nous souhaitons poser en s'appuyant sur le livre L'Amérique qui vient, c'est: les États-Unis prennent-ils un chemin plus progressiste qui n'en donne l'impression? Donc pour ce débat, nous avons invité l'auteur de L'Amérique qui vient, Christophe de Roubaix, qui est par ailleurs journaliste à l'Humanité et qui a écrit ce deuxième essai sur les États-Unis. Il y en avait eu un premier il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Il y a 4 ans, en 2012. Il y a 4 ans. Pour le dictionnaire presque optimiste des États-Unis. Voilà. Donc Christophe de Roubaix, vous défendez l'idée que justement, il ne faut pas s'arrêter à l'arbre qui masque la forêt, mais qu'il y a beaucoup plus d'évolutions très positives aux États-Unis dans un sens beaucoup plus progressiste. Mathieu Magnodex, qui est journaliste à Mediapart et qui revient de 6 mois aux États-Unis, durant lesquels il a notamment effectué un certain nombre de reportages pour Mediapart, qui donne à voir un peu une vision, je dirais, la vision candide de quelqu'un qui découvre les États-Unis et qui raconte ce qu'il voit. Donc on a souhaité pour ce débat confronter un peu ces deux points de vue pour essayer d'aller voir une Amérique qui est, disons, au-delà des clichés et au-delà de ce qu'on lit souvent dans la presse française, où on a tendance finalement à s'arrêter aux aspects les plus saillants, les plus emblématiques des États-Unis. Mais quand on y vit, quand on y travaille, souvent on se rend compte qu'en creusant derrière, il y a beaucoup d'éléments qui en tout cas apportent beaucoup plus de zones de gris dans la couverture de ce pays qu'on a l'habitude d'en voir. Alors, Christophe de Roubaix, je vais commencer. Cette Amérique qui vient, c'est principalement une Amérique des millennials, cette génération de jeunes gens nés à partir de 1982-1983. En quoi cette génération de millennials est l'Amérique qui vient et en quoi est-ce qu'elle change l'Amérique? Alors, l'Amérique qui vient est une Amérique qui est déjà là, puisque ces millennials, c'est aujourd'hui la génération la plus nombreuse. Les Américains aiment bien borner les générations, les quantifier. Voilà. Donc il y a maintenant 80 millions d'habitants de cette génération des millennials, qui est née à partir de 1983, et dont les marqueurs historiques sont les attentats du 11 septembre, les guerres de Bush et l'élection du premier président africain-américain de l'histoire. Alors cette Amérique qui vient, cette Amérique des millennials, elle est d'abord la plus diverse de l'histoire des États-Unis. La moitié de cette génération est blanche, et l'autre moitié est issue des minorités, avec un phénomène que moi je trouve très intéressant, c'est que dans le recensement, ces jeunes répondent de plus en plus, refusent de répondre et de se mettre dans les cases du recensement, blanc, noir, latino, mais disent une ou plusieurs races, avec tous les guillemets possibles à ce terme, ou autres, c'est-à-dire qu'ils se considèrent plus comme des métis. Donc c'est la plus diverse, c'est également la plus éduquée, et c'est la plus progressiste. On peut le mesurer à travers, dans les grandes enquêtes d'opinion, dont aussi sont friands les Américains. Sur toutes les grandes thématiques de politique économique, ils sont favorables, effet de la crise de 2008 sans doute, à l'intervention de l'État, des mesures de redistribution fiscale, et sur toutes les grandes questions de société, ils sont favorables à l'ouverture culturelle, ils sont favorables au mariage gay, à la légalisation de la marijuana, à l'encadrement du port d'armes, et ainsi de suite. Et donc c'est une Amérique qui commence à peser électoralement, parce qu'elle a largement contribué à l'élection de Barack Obama en 2008. Elle a largement contribué, c'était la force motrice de la candidature de Bernie Sanders en 2016. Elle va compter, son vote va compter énormément le 8 novembre prochain, parce que sans le vote jeune, Hillary Clinton risque d'avoir de sérieux problèmes. Et voilà, et donc elle n'a pas encore tout à fait pris le pouvoir. Elle le prendra sans doute, numériquement elle l'a pris, mais ils sont encore un peu jeunes, donc il faut qu'ils commencent à s'investir aussi dans les associations, dans les conseils municipaux, dans
dans les organisations. Et ça commence à se faire, parce qu'il n'y a pas que... On a parlé de quelques exemples, mais il y en a un peu partout, on va sûrement en reparler. Qu'est-ce qui fait que cette génération des millennials est plus progressiste? Une des hypothèses que vous avancez dans le livre, c'est finalement les difficultés auxquelles elle est confrontée, auxquelles ses ancêtres, les générations précédentes, n'étaient pas confrontés. Vous évoquez notamment la dette étudiante, qui finalement écrase ces jeunes dès l'entrée sur le marché du travail. Et par ailleurs, un chômage qui a beau être très bas dans les statistiques, on sait qu'il est beaucoup plus élevé que ça, ou en tout cas, l'absence de filet de sécurité sociale contraint souvent les gens qui rentrent sur le marché du travail à prendre un peu n'importe quel job. Donc, qu'est-ce qui fait que cette génération de milléniaux est plus progressiste que les précédentes? Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments que je trouve justes. Alors, Tocqueville disait que chaque génération aux États-Unis est un nouveau pays. Et on a vraiment, par rapport à la génération d'avant, c'est frappant de voir à quel point cette génération est différente de la génération de ses parents. Alors, je pense qu'on peut l'expliquer à la fois par la situation économique, sociale et financière. Donc la crise de 2008, le problème des études. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel étudiant qui sort à Bac plus 4, Bac plus 5 est endetté à 50, 75 000 $. La dette étudiante, c'est une bulle de 1000 milliards de dollars. Je pense qu'il y a un effet aussi des changements démographiques. C'est-à-dire que cette génération, elle est la génération la moins états-unienne de l'histoire des États-Unis, puisque la moitié vient du monde. Ou vient d'un autre monde que le monde pionnier, blanc, protestant, européen. Voilà. Et sur le rapport au monde, ça change aussi beaucoup de choses. Ce regard sur, par exemple, un élément que je n'ai pas évoqué, quand on demande à toutes les générations quel est leur rapport au rôle du pays des États-Unis sur la scène nationale et dans le monde, les plus anciens disent que les États-Unis doivent avoir un rôle moteur, que c'est un pays exceptionnel. La jeune génération, pas du tout. Mais par effet presque mécanique, des changements démographiques. Un jeune Mexicain, un jeune Indien qui est venu faire ses études et qui est maintenant américain, n'est pas porteur de cette culture d'exceptionnalisme. Mathieu, vous avez effectué un certain nombre de reportages cet été aux États-Unis, et notamment l'un d'entre eux, enfin c'était au moment de la Convention démocrate de Cleveland, républicaine de Cleveland, oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a vraiment deux pays au sein des États-Unis? Oui, c'était assez frappant. La convention républicaine, c'est évidemment toujours un énorme show, et particulièrement chez les républicains, et particulièrement cette année avec Donald Trump, qui entendait en faire un gros show, paillettes, strass et paillettes, ce qui n'a pas d'ailleurs tout à fait été le cas, puisqu'il y avait beaucoup d'invités qui devaient venir, puis qui n'ont pas voulu venir, parce qu'ils ne voulaient pas se montrer avec lui. Ça, c'est un autre débat. Mais cette convention, c'était marrant, parce que physiquement, dans la ville, vous aviez une opposition entre ces deux Amériques. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez les partisans de Trump qui organisaient, je me rappelle le jour où je suis arrivé, une sorte de meeting, de petit meeting, et vous aviez là le noyau dur des partisans de Donald Trump, qui sont, pour aller très vite, des gens vraiment complètement conspirationnistes, qui défendent le port des armes partout, en toutes circonstances, et qui portaient des t-shirts « Nous sommes la milice de Trump ». Des gens dont on voit bien qu'ils défendent un agenda donc vraiment d'extrême droite, qui sont extrêmement gênés par le fait qu'un président noir ait gouverné pendant 8 ans. On sent bien qu'il y a là tout un... Enfin, Obama est détesté, Clinton aussi est détesté pour d'autres raisons, notamment aussi parce qu'elle est une femme, aussi parce qu'on la voit depuis très longtemps dans le paysage, et que c'est vrai qu'elle a une réputation, enfin, que c'est quelqu'un qui ne suscite pas forcément une adhésion incroyable. Mais pour ces gens-là, on sent bien une Amérique blanche, déjà, une Amérique blanche complètement raidie sur elle-même, qui aussi, finalement, donc il y a ce vieux fond raciste, quand même, qui s'exprime totalement, qui est totalement visible chez les gens. Il suffit de parler quelques minutes et c'est ça qui vient. Et puis aussi des difficultés économiques ces dernières années, avec, ils mettent beaucoup en cause ce que fait Donald Trump aussi, les traités, etc., les traités internationaux. Et donc il y a le sentiment d'être vraiment mis à l'écart de la société américaine d'une certaine façon. Et puis en face, vous aviez les manifestants anti-Trump. D'ailleurs, tout ce petit monde cohabitait finalement assez bien. Il y avait beaucoup de policiers, mais enfin, globalement, il n'y avait pas de choses trop violentes. Et en face, vous avez dans le même cortège des militants anticapitalistes, des gens de la gauche du Parti démocrate, des gens qui sont des undocumented, donc tous ces 11 millions d'illégaux aux États-Unis qui travaillent, qui vivent, mais qui n'ont pas de statut aujourd'hui. Et vous aviez des gens, des gens qui combattent sur les sujets liés au LGBT, des queers, des gens qui luttent contre la transphobie, des écologistes. Et donc là, vous aviez vraiment un autre monde qui est celui de cette Amérique-là, et qui n'est pas juste... Nous, c'est vrai, quand on dit ça en France, on a l'impression que
c'est là le noyau, par exemple, militant, toujours un peu le même. Non, ce sont des gens très jeunes, des gens qui articulent les combats entre eux et des gens qui comprennent que, face notamment à une Amérique conservatrice qui s'exprime, il y a besoin d'articuler comme ça, de s'allier. Alors on est au bégaiement un peu de tout ça, mais de s'allier pour contester un petit peu et l'ordre économique, voilà, et tous ces aspects-là. Et en l'occurrence, là, la candidature de Donald Trump. Et justement, est-ce que ça a à voir avec cette génération des millennials ou cette Amérique qui vient, le fait que ces combats progressistes sont assez intégrés, comme ce que vous venez de me raconter. Les grands combats, historiquement aux États-Unis, que ce soit pour les droits civiques ou les combats syndicalistes à une époque, etc., c'était assez fragmenté finalement. Ouais. Chacun s'adressait à sa chapelle. Ouais. Là, il y a plus d'imbrication, semble-t-il. Ouais, mais pour pas être trop long, mais juste un exemple là-dessus, c'est à Chicago, où j'ai fait un autre reportage sur la ségrégation à Chicago, qui est extrêmement visible et qui moi-même m'a surpris. Voilà, les Blancs sont quasiment tous dans un endroit de la ville et les Noirs dans deux autres endroits de la ville, puis au sud de la ville. Et vous passez une barrière physique comme ça, une rue, et c'est derrière, vous vous retrouvez dans un autre lieu, tout simplement, avec des corps différents, des décors différents, parce qu'évidemment, il y a moins d'investissement public ou privé dans ces lieux-là, donc tout change. Donc j'ai fait un papier là-dessus. Et à Chicago, moi, ma plus grande surprise et ma plus grande découverte a été la découverte de ces militants-là. C'est-à-dire Chicago est une ville qui a été... il y a eu un certain nombre d'affaires récemment, comme dans le reste des États-Unis, avec des violences policières, des Noirs, des jeunes Noirs tués de façon incroyable, où la police a complètement protégé le policier qui, par ailleurs, avait tiré comme ça parce que le jeune homme était noir, tout simplement. Donc il y a eu ça dans tous les États-Unis, mais il y a à Chicago donc, de très grandes mobilisations ces dernières années là-dessus, dans la foulée de Black Lives Matter. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains des militants qui luttent contre les violences policières luttent aussi contre, et très localement, dans des actions très locales, contre la gentrification dans la ville, contre la hausse des loyers, ils luttent contre le sexisme, ils luttent contre le néolibéralisme aussi, et ils articulent ces combats. Et notamment, moi j'ai été très frappé de voir que dans une de ces associations qui s'appelait Black Youth Project, qui est une association très, très vivante à Chicago, qui a été créée par des gens en grande majorité noirs, quasi exclusivement des Noirs, eh bien, par exemple, la porte-parole de cette association était une trans. Et on voit bien comment là les combats s'articulent, et c'est quelque chose dont en France on n'a pas forcément idée. Oui, une chose là-dessus, oui, tout à fait. L'une des données majeures de ces dernières années en termes de militance, chez notamment les plus jeunes, mais pas exclusivement chez les plus jeunes, c'est la convergence. Là où avant on était sur des luttes, des investissements segmentés. Voilà. La campagne de Bernie Sanders a en partie montré ça, a servi un peu de parapluie à tout ça. Je prends toujours un exemple qui m'a frappé, c'est celui de la lutte contre les pipelines et contre la fracturation hydraulique, je cherchais le mot, où se retrouvent ensemble les militants écologistes qui viennent plutôt de la côte est, de milieux plutôt blancs, plutôt de classe moyenne, et les populations amérindiennes, enfin indiennes, américaines, dans les réserves. C'est des choses de nouveau. Peut-être un petit quelque chose, si je peux, sur la question des deux Amériques. Ça a toujours été le cas, en fait. Depuis l'origine de ce pays, d'ailleurs, ce pays s'est construit parce qu'on a permis qu'il y ait deux Amériques. L'Amérique du Sud, esclavagiste, qui est devenue après l'Amérique ségrégationniste, et qui depuis 40 ans est devenue l'Amérique qui est le dernier fortin du parti républicain. Et aujourd'hui, on est dans la continuité, d'une certaine façon, de ces deux Amériques. On parle beaucoup de l'Amérique de Trump qui existe, qui pour moi est une Amérique qui est déclinante biologiquement, elle est plutôt âgée, qui est déclinante électoralement. Les républicains ont perdu 5 des 6 dernières élections présidentielles, et qui est déclinante aussi politiquement, même si elle résiste au changement. Et le reste de l'Amérique, c'est un peu l'objet du livre, et le terrain de ces changements qui sont en train de prendre une ampleur inédite. Alors, ces deux Amériques ne sont pas uniquement géographiques, parce qu'elles recoupent les zones urbaines, les zones rurales, et elles recoupent effectivement les minorités, ce qu'on appelle les minorités, et la majorité blanche, les 0,1% et les gens qui sont dans la galère. Mais il y a quand même un bloc que vous décrivez dans votre livre, qui est le bloc des États du Sud. Où par exemple, j'ai relevé une statistique, on parle toujours beaucoup de la peine de mort, mais la peine de mort est déclinante aux États-Unis. Et on se rend compte dans votre livre que 82% des exécutions ces dernières années ont lieu dans les États du Sud. Dont 50% pour le seul État du Texas. Pour le seul État du Texas. Donc, là, il y a une industrie de l'exécution. Oui. Bien sûr, mais elle est très localisée. Et ce bloc du Sud, est-ce que, en fait, effectivement, c'est le dernier bastion conservateur qui, quelque part, empêcherait l'émergence, ou empêcherait de voir l'émergence de cette Amérique qui vient ?
En tout cas, oui, oui, oui. Sur cette Amérique du Sud, elle est. Si vous prenez toutes les images, tous les clichés, et parfois qu'on a sur les États-Unis, tout est incarné dans le Sud. La peine de mort, 85% des exécutions sont dans le Sud. La carcéralisation de la société. Les taux d'incarcération sont les plus élevés en Louisiane, dans le Mississippi, dans l'Alabama. Si la Louisiane est un État indépendant, ce serait l'État au monde qui met le plus de personnes de sa population en prison. Sur les armes à feu, c'est pareil. À part les grandes plaines, où là on a des armes pour chasser, mais la concentration d'armes à feu, c'est aussi le Sud. Donc, on est toujours dans cette permanence du péché originel de l'esclavagisme et de comment on se protège des esclaves qu'on a réduits en esclavage en les mettant en prison, les exécutant. Et en effet, politiquement, depuis 40 ans, c'est ça le grand basculement dans l'histoire américaine, c'est que le Parti démocrate était le parti de l'esclavagisme puis de la ségrégation. Puis le Parti démocrate, par Lyndon Johnson, a voté la loi sur les droits civiques. Et à partir de ce moment-là, le Parti républicain a décidé de se faire le syndic des peurs des petits blancs du Sud. Et donc, dans un grand retournement, le parti de Lincoln, qui avait décrété l'abolition de l'esclavage, est devenu le parti du Sud néo-confédéré, néo-ségrégationniste. Et au Congrès, ça continue à faire une majorité à la Chambre des représentants. Le dernier verrou, pour moi, c'est le Congrès. Parce que le jour où le Congrès passera une majorité démocrate, un tas de lois, notamment sur la question des armes à feu, passeront. Et le verrou sautera en termes de politique publique. Mais pour moi, il est déjà, en termes de mentalité, le verrou a déjà sauté. L'Amérique progressiste est déjà majoritaire dans les esprits, comme le dit Michael Moore, le cinéaste. Vous le montrez d'ailleurs dans votre livre, et Mathieu, je crois que vous avez observé ça en reportage. Un des phénomènes intéressants dans cette Amérique plus progressiste, c'est que ce passage d'une Amérique plus progressiste se fait notamment par des référendums locaux. Il y a eu les référendums sur la marijuana dans un certain nombre d'États. Il y a eu des réformes très importantes dont on a peu parlé qui sont sur le SMIC à 15 $, c'est-à-dire que 13-14 € de l'heure, qui sont passées quand même en Californie, qui en soi serait un État du G8 si c'était un État indépendant, ouais, dans l'État de New York et dans la ville de Seattle. Il y a eu d'autres référendums sur le fracking, il y a des référendums des fois locaux, voire au niveau de la ville, sur l'armement des policiers, des choses comme ça. Est-ce que justement c'est un moyen de contourner ce blocage du Congrès, ces référendums locaux ? Oui, je pense que les militants progressistes ont compris ces 10 dernières années que le Washington était le verrou et qu'on pouvait, en l'état actuel des choses, on ne pouvait pas promouvoir des politiques publiques progressistes en passant par Washington. Ce que les républicains avaient compris, comment saper localement des lois nationales, les républicains ont très bien compris comment faire. Donc les progressistes ont aussi compris. Et en fait, le SMIC à 15 $, qui est aujourd'hui, comme vous le disiez, la loi dans l'État de New York et dans l'État de Californie, plus dans la ville de Seattle, c'est-à-dire 60 millions d'habitants, un cinquième du pays, a commencé à SeaTac, qui est le Roissy de Seattle, et c'est dans la petite ville de SeaTac que les bagagistes et les agents d'aéroport ont commencé à mener la bataille. Et pour la première fois que le SMIC à 15 $, par référendum, a été voté, c'est dans la ville de SeaTac, et après on est passé à Seattle et à l'ensemble. Et je pense que la marijuana, vous faisiez référence, est maintenant devenue légale dans l'État de Colorado, dans l'État de Washington. Et en novembre, il faut être très attentif non seulement aux résultats des élections, évidemment, au Congrès, mais aussi aux élections locales et au référendum d'initiative populaire sur un tas de questions. On va voter sur des... Et la Californie va voter sur... c'est ça, hein, va voter en novembre sur cet automne le référendum sur le cannabis. Sur le cannabis, oui. La Californie avait d'ailleurs aussi voté en 2012 à 60%, je crois, à l'augmentation des impôts pour les plus riches, afin de financer le système éducatif. Hein. Les trucs étaient directement fléchés. Mathieu, comment vous expliquez que cette Amérique qui bouge, cette Amérique plus progressiste qui arrive par des référendums locaux, par des nouvelles générations, on la voit finalement assez peu, vue de France notamment, mais à l'extérieur. Est-ce qu'on n'a pas une tendance dans les médias à se concentrer sur les choses les plus caricaturales mais qui finalement ne représentent pas vraiment les véritables mouvements de la société américaine. Je crois que c'est ça qui est compliqué avec la candidature de Donald Trump, c'est-à-dire que Donald Trump réalise à peu près tous les fantasmes qu'on a sur l'Amérique. Et quelque part, cette Amérique existe. C'est une Amérique de gens qui, en effet, quand vous rentrez dans la propriété privée, sont prêts à vous shooter parce qu'ils ne font pas du tout rentrer chez eux avec leur arme à feu et qui tiennent à leur liberté fondamentale qui est de détenir une arme à feu, de gens qui se sentent menacés, de gens qui justement voient bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, vous le dites, c'est une statistique qu'il faut quand même rappeler et qui est très intéressante. Alors après, il y a les
des projections, il faut faire attention, ça peut changer et ne pas être tout à fait à ce moment-là, mais en 2042, je crois, ouais. les Blancs deviennent minoritaires aux États-Unis. Ils seront à 49,9% d'après les projections. Et ils voient bien que ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est-à-dire que, eh ben oui, les questions de politique publique ne vont plus être uniquement... il va falloir discuter avec des gens qui ont un background différent, qui ont des histoires différentes et qui ont des cultures aussi différentes, et de gens qui, par exemple, comme les Afro-Américains, sont des gens qui ont toujours été une très forte minorité dans ce pays, mais qui n'ont jamais, à part Obama et bien sûr plein de gens de la classe moyenne qui ne font pas un bruit, dont on ne parle pas, mais qui n'ont jamais accédé à beaucoup de responsabilités dans ce pays, ou qui ont toujours été en situation de minorité, bon, bah, il faut faire la place. Il faut faire la place aux Latinos qui sont déjà dans toutes les cuisines des restaurants, qui sont déjà partout dans l'économie. Il faut leur donner une place. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a aussi des luttes politiques locales. Par exemple, en Californie, il y a des avocats qui attaquent comme ça toutes les villes californiennes, les petites villes californiennes, on n'en parle jamais en France, pour que les Latinos soient mieux représentés dans les conseils municipaux. Il y a toute une bataille, une micro-bataille comme ça qui se passe au niveau local, dont on ne parle jamais ici, mais qui est très importante. Et de fait, cette Amérique qui vient, oui, elle est vraiment en train de venir et tous les jours, ça se passe. Moi, je pense que ce qui est frappant aussi, une deuxième chose, à part le phénomène Trump, qui c'est vrai, vraiment actualise tous nos fantasmes, et on a envie de raconter cette Amérique un peu folle, quoi, voilà. Il y a autre chose qui est qu'en France, particulièrement, c'est très dur, avec la tradition qui est la nôtre, de parler de choses qui aux États-Unis sont communes dans la discussion publique, qui sont la question des communautés, la question des minorités, de réfléchir en ces termes-là. Nous, en France, on a cet universalisme républicain qui nous dit qu'un citoyen est un citoyen, qu'il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas gay, il n'est pas hétérosexuel, il est un citoyen. Et on a une difficulté. C'est plus difficile, du coup, de raconter une société comme la société américaine qui, sans être uniquement basée sur les communautés, vous le dites très bien, c'est un cliché, on pense souvent que c'est uniquement les communautés qui s'organisent et qui trouvent des deals entre elles et ça s'appelle la société américaine. C'est pas uniquement comme ça. Simplement, c'est vrai que les gens se définissent, enfin, on accepte dans le débat américain que les gens se définissent par rapport à leur histoire, par rapport à de là où ils viennent, et on a du mal en France à accepter cette lecture peut-être, et c'est plus difficile, du coup on veut se contenter d'une Amérique folle, de l'image d'Amérique folle. C'est plus simple en fait pour comprendre, et on veut, voilà, et ça évite tout simplement de voir ce qui se passe dans ce pays, ouais. Qui par ailleurs pour nous pourrait être très intéressant, parce que on voit bien que, moi si c'est vraiment j'arrête de parler après, mais la constatation que j'ai faite, c'est vraiment que chez plein de gens, l'expression du racisme, l'expression de l'islamophobie, l'expression de la transphobie ou de l'homophobie, ce sont devenues des choses qu'on fait juste plus en fait. C'est assez intéressant à voir dans un pays comme le nôtre, dans une Europe comme la nôtre, qui est en plein raidissement sur ces sujets-là, et qui fait de tous ces sujets-là des sujets de clivage, et qui est en plein raidissement droitier finalement sur tous ces sujets-là. On a vraiment là deux mondes comme ça qui s'éloignent, c'est assez frappant à voir. Alors, cette élection 2016 est intéressante parce qu'il y a souvent des comparaisons qui ont été faites entre Trump et Sanders qui sont assez infondées, mais au final, finalement, les républicains ont nommé l'aspect le plus caricatural, le plus extrême finalement de leur politique, qui est Donald Trump. Les démocrates ont écarté Bernie Sanders et ont choisi Hillary Clinton, quelqu'un d'extrêmement modéré, qui a toute une carrière extrêmement modérée, semble-t-il en contradiction avec les aspirations d'une partie des électeurs des primaires, des électeurs de Sanders, parce que l'élection primaire a été serrée jusqu'au bout. Est-ce que toute cette jeunesse, tous ces mouvements locaux, ces référendums, ces nouveaux mouvements sociaux ou civiques comme Black Lives Matter ou Occupy Wall Street peuvent trouver leur contentement, peuvent se satisfaire du Parti démocrate tel qu'il est? Et est-ce que le Parti démocrate peut être le porteur de leurs espoirs dans un pays qui reste malgré tout avec deux partis? Vaste question d'avenir. Peut-être un élément sur le fait que, en effet, je partage l'idée que Sanders et Trump ne sont pas les revers d'une même pièce. Ils ont mis le doigt tous les deux sur quelque chose. C'est que le contrat social s'est brisé aux États-Unis depuis 30-40 ans. Voilà. Le contrat social, pour aller vite, c'est je sors du lycée, je suis à peine diplômé, je rentre dans une entreprise, j'ai plutôt des conventions collectives qui sont plutôt favorables, j'ai un bon salaire, je peux envoyer mes enfants à l'université, ils deviendront peut-être médecins, avocats. C'est ça qui s'est brisé aux États-Unis depuis 30-40 ans.
Sanders met le doigt sur Wall Street et les inégalités, tandis que Trump dit c'est la faute des latinos, des musulmans. Donc c'est absolument pas la même approche. Et puis Trump a gagné parce que je pense que le mouvement, ce qu'on appelle la polarisation politique, donc la radicalisation à droite des républicains et la radicalisation à gauche des démocrates, les républicains ont commencé leur polarisation, leur radicalisation avant, et donc là ils sont arrivés tellement au bout du bout qu'ils en viennent à Trump. Alors que le mouvement était un peu décalé chez les démocrates, et notamment porté par les plus jeunes. Et donc, ce qui fait que Sanders a quand même obtenu 43% du vote. Personne absolument ici aurait pu le prédire. Après, il y a la question de demain. À votre question, il n'y a qu'une réponse. Ça passera forcément par le Parti démocrate. Ce n'est pas un souhait ou un jugement, c'est un état de fait. Et y compris les gens qui sont proches de Sanders, les anciens d'Occupy Wall Street que j'ai pu rencontrer, le disent. Il n'y a pas d'alternative au Parti démocrate, ce qui ne veut pas dire le Parti démocrate d'aujourd'hui, le Parti démocrate plutôt clintonien, de l'establishment. Voilà. Donc la question va être, comme ça a pu être le cas par exemple au début des années 60, de s'emparer au moment de la lutte des droits civiques, de s'emparer du Parti démocrate et de transformer ce parti un peu centriste en un instrument progressiste. Ce qui est vrai dans certains, localement, le Parti démocrate de Seattle, on parle du Parti démocrate, mais le Parti démocrate de Seattle, aussi sous l'influence de la conseillère municipale socialiste trotskiste qui a porté le SMIC à $15, a fait voter d'autres lois encore maintenant, et pas seulement elle. Donc le parti démocrate de Seattle est très 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 à gauche, le Parti démocrate de San Jose est très 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 à gauche, le Parti démocrate de Madison, Wisconsin est très 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 à gauche. Après demeure la question centrale de l'appareil central du Parti démocrate, qui va faire l'objet dans les mois qui viennent, après les élections. Évidemment, à mon avis, c'est la grande bataille politique des années à venir, du premier mandat du prochain président ou de la prochaine présidente, ça va être celui-là. Et vous, Mathieu, ces alternatives, vous les voyez continuer comme ça en parallèle dans des mouvements effectivement en dehors du spectre politique comme Black Lives Matter, ou est-ce que forcément il faut en passer par des élections, des représentants au Congrès, un président qui s'engage sur ces promesses-là? Je crois qu'on est dans une grosse vague, dans un gros moment d'incertitude en fait, par rapport à ça, parce qu'il y a des initiatives locales, parfois connectées, parfois pas. Le Parti démocrate, moi j'ai rencontré une activiste à New York qui m'a dit quelque chose d'assez juste, qui m'a dit Hillary Clinton, en fait, je voterai Clinton sans problème. Je soutenais un peu Sanders, mais pas particulièrement. Pour d'autres sujets, elle le soutenait pas. Elle n'était pas complètement convaincue par Sanders, mais elle disait je vais soutenir Clinton sans problème parce que Clinton est une absolue éponge et en fait elle ne pense rien de particulier. Ce qu'elle remarque par contre c'est le rapport de force. C'est que si on arrive sur le terrain à pousser les initiatives, à mettre à l'agenda ce qu'on veut sur différents terrains, du terrain économique au terrain des questions de société, des violences contre les Noirs et donc du racisme qui reste dans la société américaine, la question des trans aussi, en France on n'en parle pas du tout, aux États-Unis c'est une grande conversation depuis quelques années et on découvre des choses un peu plus compliquées sur la question du genre, par exemple, que nous, on en est toujours à la manif pour tous et à la théorie du genre, la soi-disant théorie du genre. Donc c'est vrai que là, on a l'impression que la discussion n'est pas tout à fait la même. Mais en tout cas, elle disait, moi je voterai sans problème parce que du coup, on peut localement peser sur l'agenda démocrate. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Sanders en disant à ses partisans, allez-y, investissez le parti démocrate, présentez-vous pour les différentes primaires, les différentes élections, comme ça c'est par le bas qu'on va prendre. Par contre, moi, il y a une question, un truc qui me frappe quand même, et là ça correspond un peu plus à l'image qu'on a des États-Unis, et c'est vrai que c'est quand même un mystère. C'est-à-dire, ok, il y a le succès de la candidature de Sanders, mais la grande question, ça va être comment déverrouiller la question du débat sur les inégalités, mais aussi sur les questions économiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a quand même, vous regardez l'état du monde syndical, l'état des penseurs un peu contestataires, ou l'état des militants qui se mettent uniquement sur ce terrain-là, c'est quand même encore aujourd'hui, alors il y a des grandes voix, mais il y a quand même, la discussion porte difficilement là-dessus, c'est assez compliqué. Et alors, moi, c'est ça ma grande interrogation à titre personnel, c'est comment faire en sorte que, par exemple, Occupy Wall Street, pour discuter avec plein d'activistes aux États-Unis, certains disaient, bah ouais, mais ça manquait un peu de corsetage idéologique, on n'avait pas vraiment de programme, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait, etc. Bon, c'était une première tentative. Et là, je pense qu'autour de la question des inégalités, de qu'est-ce qu'on fait du rapport à la finance, de comment on met en fait un coup d'arrêt, ou en tout cas on limite, on régule finalement la grande révolution néolibérale qui a été faite dans les années 80 avec Reagan. Là, je trouve que, quelque part, et c'est pas un hasard si Sanders n'est pas passé à la primaire démocrate, les Américains ne sont pas encore tout à fait à ça, même des gens prêts à ça, même des gens assez progressistes en fait.
Donc ça, c'était pour la Je sais pas si vous êtes d'accord. version. Une petite divergence sur Ouais, le sujet. ouais. Oui, oui, je trouve que sur Occupy notamment, je trouve qu'Occupy a agi un peu comme un aspirine. On la voit plus dans la société américaine. Occupy, hein, ça s'est dissous. Mais justement, ça s'est dissous, y compris dans les esprits. Et quand Michael Moore dit nous sommes majoritaires dans les esprits, Michael Moore n'est pas du genre à peindre les choses en rose. Je trouve qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Il y a quelques années qu'il a dit ça, mais c'est que dans les esprits dominent les idées anti-néolibérales. Je pense que la question, c'est moins celle-là que comment on fait concrètement. Voilà, c'est pour ça que la réponse que vous posiez, ça va passer par le Parti démocrate, ça va passer évidemment, surtout pas que dans le Parti démocrate, en dehors, par l'auto-organisation, le grassroots et compagnie, mais au bout d'un moment, il va falloir voter des lois qui seront les lois ou des États, voire de l'ensemble du pays, et à ce moment-là, il ne peut y avoir que le canal. Et donc je pense que le doute des militants moi, que j'ai rencontrés, c'est concrètement comment on fait pour faire voter des lois très et alors justement, parce progressives. que l'autre aspect, c'est le Parti républicain. Et je prends une citation du politologue Stanley Greenberg, que vous avez mis dans votre livre, qui dit « La raison d'être moderne du Parti républicain est d'empêcher la nouvelle majorité américaine de gouverner avec succès. » Et effectivement, c'est tout ce qu'on a pu voir finalement depuis des années, enfin depuis facilement 15 ans. C'est un parti républicain obstructionniste qui ne propose de rien construire finalement, de déconstruire tout ce qui avait pu exister, mais rien de nouveau. Et on l'a vu durant les deux mandatures du président Obama, avec un Congrès républicain arc-bouté, essayant de l'empêcher à tout prix de voter les lois, y compris sans même proposer d'amendements qui modifieraient les lois. C'est un blocage complet. Et du coup, on en vient à cette question qui, effectivement, après chaque élection perdue par le Parti républicain, donc en 2008, en 2012, en se disant « Ah, ils vont enfin changer, prendre en compte cette nouvelle démographie américaine, ces nouvelles idées, ces nouvelles aspirations. » Et finalement, ils en viennent à ne pas changer. Alors, ça reste un parti obstructionniste très fort. À quand l'aggiornamento du Parti républicain ? Oui, le Parti républicain qui était le grand parti de l'optimisme américain du 19e siècle, qui a accompagné l'industrialisation, aujourd'hui devenu un parti qui n'existe que par sa capacité de nuisance et sa capacité à empêcher le changement d'advenir. Quelles sont les victoires politiques ? Même pas électorales, il y a de défaite en défaite, à part les élections de mi-mandat, mais qui sont marquées par des très forts taux d'abstention. Mais politiquement, que gagne la machine idéologique républicaine ? Rien. Le mariage gay est devenu la loi du pays depuis une décision de la Cour suprême. L'avortement est toujours un droit constitutionnel depuis 1973. Il continue à faire obstruction, donc sur les armes à feu, il continue à bloquer toute initiative législative. Alors, à la deuxième question, ça dépendra du résultat du 8 novembre et de l'amplitude de la défaite de Trump. Je pense qu'il y aura défaite, de l'amplitude de la défaite. Et on a dit, après 2008, après 2012, il y a eu le rapport d'autopsie, vous vous souvenez, du Parti républicain, qui disait des stratégies. On ne peut plus continuer à parler à cette société qui est diverse et puis qui attend d'autres choses en termes de réponse de politique publique, comme on s'adressait à l'Amérique des années 60, 70, 80. Et constat, 4 ans après, on va encore plus loin dans la dérive et on élit Donald Trump. Il n'est pas impossible qu'après la défaite de Donald Trump, les républicains se disent non mais on est bien sur notre corpus idéologique, il est en phase avec la nation. Le problème c'est Trump, donc on reparte encore pour 4 ans. Après ça dépendra aussi s'ils gardent leur majorité au Sénat. Et à la Chambre, qui est en jeu, oui, là c'est clairement en jeu. À la Chambre, je pense qu'il y a très très peu de chances que la majorité se réduira, mais ils maintiendront leur majorité. Sortir alors à quand l'aggiornamento républicain ? Franchement, je ne sais pas. Mathieu, une idée par rapport à ce parti républicain arc-bouté Non, moi j'ai été frappé, vraiment c'est un truc de témoin, enfin, j'ai été frappé par la radicalisation, on parle beaucoup de radicalisation pour d'autres sujets, mais le radicalisme en tout cas des militants lambda de la Convention républicaine, c'est-à-dire que quel qu'il soit, et certains détestaient Trump pour des raisons parfois même assez simple. Enfin, c'est quelqu'un pour qui je ne veux pas voter, je ne suis pas d'accord, etc. Ou je suis d'accord pour un autre candidat. Bon, mais à chaque fois, que ce soit sur les questions environnementales, sur les questions de société, il faudra avoir une caméra et filmer ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est quand même, là vraiment, on a des voix d'un monde un peu fini quand même, quoi. Moi, je me rappelle une mamie du Minnesota, je crois, pour qui Trump n'était pas du tout le candidat et qui avait décidé quand même, bon, ok, d'accord, je vais voter pour lui et tout, on parle un petit peu et qui
très conservatrice, ok, bon, il y a plein de gens très conservateurs, mais qui, quand on vient parler du fracking, justement, de l'impossibilité pour les Américains d'exploiter toutes les ressources naturelles du sol, parce qu'il y a quand même un peu d'environnement, et rentrer dans une sorte de rage folle, c'est-à-dire vraiment, ne comprenez pas cet impératif écologique. C'est juste un exemple, mais vous avez des conversations parfois un peu étranges, et je pense qu'il y a vraiment là des militants. Ouais, c'est un peu le monde passé, vraiment. Moi, j'ai vraiment eu cette impression. Et c'est parce que c'est le monde passé qu'ils savent que c'est le monde passé, qui est un monde qui est en train d'être englouti, qu'ils réagissent comme ça, en se radicalisant et qui crient fort. Et en France, parfois dans le traitement de la presse, on a un peu l'impression qu'on tend le micro facilement à ces gens qui sont très en colère, qui crient, et que ça en ferait des personnes majoritaires parce qu'ils crient fort. Non, ils crient fort parce qu'ils sont en train de devenir minoritaires. C'est le champ du signe, en quelque sorte. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Mathieu, merci Christophe de Roubaix. Je rappelle le livre « L'Amérique qui vient » aux éditions de l'Atelier. Voilà, vous pouvez continuer à suivre l'élection américaine qui va beaucoup nous occuper d'ici le 8 novembre sur Mediapart, avec un certain nombre d'articles de notre correspondante aux États-Unis, des débats et des interventions assez régulières dans nos pages. Merci et à une prochaine fois.